Voici une petite vidéo qui va prendre un cas de figure de transformation. On va faire une transformation. C'est un cas de figure qui va passer d'une transformation qui va ramener bon, je vais mettre une série de transformations. Cas d'une série de transformations ramenant le système au point de départ ou au point d'origine, hein, ou encore à l'état initial. Voilà. Câble d'une série de transformations ramenant le système au point de départ. Oui. Eh bien, on va traiter ceci. On va traiter un cas d'une série de transformations ramenant le système au point de départ. Bon, je vais toujours me situer. Bon. Tout d'abord, par où commencer les choses? Ben, on va établir tout d'abord des conventions qui sont les miennes. Voilà. Je prends des conventions à moi. Alors pour ça, je vais prendre un système ou celui-là. Je vais décortiquer en plusieurs systèmes. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, ce sont mes conventions. Hein. N'allez pas entrevoir les conventions ailleurs. Je l'ai fait explicitement ici. C'est mes conventions que j'adopte. Donc vous ne trouverez pas ces conventions-là ailleurs. Alors, un système peut être ouvert, un système peut être, s'il est ouvert, ben, il peut être fermé. Un système peut être isolé. Un système peut être ouvert, fermé ou isolé. Bon, la thermodynamique distingue ceci. Elle distingue 3 cas de figure. Alors, que fait la thermodynamique? Elle dit, bon, c'est l'étude de la chaleur, du travail de la chaleur, hein, la thermodynamique. Donc, elle comptabilise les sources W et Q. W qui est le travail, et Q, bon, elle en fait des bilans. Alors, on a le système qui est ici. La thermodynamique représente par une patatoïde, ici, le patatoïde est bien uniforme, donc on a un cercle, représente le système par, ici, un cercle. Mais généralement, c'est un patatoïde, une espèce d'ensemble. C'est-à-dire que on a une frontière fermée, elle définit ce qui est, bien sûr, à l'intérieur de la frontière, le système. Bon, ce qui n'est pas système, bon, on est en plein
voilà, dans un domaine cartésien, c'est-à-dire tout ou rien. Soit on a le système, soit on n'a pas le système. Si on n'a pas le système, bon, c'est peut-être un autre système, ou un autre sous-système du système. Mais généralement, en général, ce qui n'est pas système est milieu extérieur. Bon, et il existe une séparation entre le système et le milieu extérieur. Et cette séparation, apparemment, ce serait voilà, le contour fermé ici. Le contour fermé sépare le milieu extérieur du système. Maintenant, quand on s'aperçoit de 4 contours fermés, ça nous dit quoi? Mais qu'on a voilà, 4 systèmes. Sont-ils les mêmes ou différents? Déjà, je n'ai pas dénommé les systèmes. Généralement, un système, ça se dénomme. Système 1, système 2, sous-système 3, système 4, etc. etc. Donc, dans ce cas de figure-là, est-ce que les systèmes sont les mêmes ou pas? Rien ne nous permet de dire s'ils sont identiques ou pas, si c'est le même système ou pas. Voilà. Ça, c'est une chose. La seconde, elle possède une frontière fermée. Et la troisième, c'est que qu'est-ce qui peut se passer? Mais qu'on peut avoir différents types de systèmes. Système ouvert, fermé, isolé. Alors, la thermodynamique définit système ouvert, fermé, isolé. Alors, maintenant, moi, je vais mettre un cadre de réglementation qui est plausible. Et vous allez voir que ça va changer un petit peu de cette réglementation-là qui n'est pas tout à fait, je veux dire, conforme à la visibilité. Parce que en regardant ces 4 systèmes, lequel est isolé, lequel est fermé, lequel est ouvert. On ne sait pas distinguer si le système est ouvert ou fermé. Bon. Alors, un système peut changer quoi? Il peut changer des forces. Ben, ça, c'est la mécanique qui étudie les études de force. Il peut changer des grandeurs électriques, hein, courant, tension. Et là, on n'est pas en électricité, donc je vais enlever ceci. Il peut échanger un travail mécanique, et ça, c'est le cas. Ça, j'accepte ici. En thermodynamique, on étudie les échanges de travaux. En thermodynamique, on étudie les échanges de matière, d'énergie, et notamment l'énergie calorifique. Voilà. Donc, je vais considérer ici qu'on n'a que 2 types d'énergie, mais que la thermodynamique fait référence aussi, et notamment la thermochimie, à l'échange de matière. On peut échanger de la matière. C'est le cas des réactions chimiques. Et la thermochimie, c'est, on va dire, un sous-domaine de la thermodynamique. Parce que la thermodynamique, c'est quelque chose de... C'est une grande panoplie d'outillage. Et la thermochimie va puiser dans cette panoplie d'outillage. Donc, la thermochimie, il y a des réactions chimiques avec échange de matière et d'énergie. Et donc, on peut avoir des réactions endothermiques ou réactions exothermiques en thermochimie, mais on peut avoir, bien sûr, on a exclusivement de l'échange de matière, parce que qu'est-ce que c'est que réaction chimique? C'est une transformation de matière. Bon, la matière peut être échangée. On peut avoir un échange de matière. Ce qui veut dire que si je prends W, qui est le travail, c'est une forme d'énergie. Hein. Le travail, c'est en joules. Et la chaleur, c'est en joules. Donc, je parlais plutôt en termes non pas de Q et de W, mais généralisé en termes d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on aurait ici? On aurait soit de l'énergie, échange d'énergie. Ouais, la flèche, je peux mettre dans les deux sens. Hein. Bon, quand je dis échanger, c'est soit le système absorbe du milieu extérieur de l'énergie ou de la matière, ou soit l'échange de la matière ou de l'énergie. C'est dans les deux sens. Une interaction avec le milieu environnant, le milieu extérieur. Avec le milieu extérieur. Mais jusqu'à présent, on sait bien qu'on a un échange de matière et d'énergie. Ben, rien ne nous dit si c'est un système ouvert, fermé ou isolé. Hein, pour les 4 cas de figure. Donc, ici, je vais adopter une convention qui est la suivante. Il y aura 2 cercles. On a, enfin, 2 patatoïdes ou 2 cercles. Ici, il s'avère que j'ai fait des cercles. Là, j'ai un patatoïde. Je peux remettre un patatoïde ici. Voilà. Voilà. Un patatoïde ici.
Bon, ça peut être un cercle, hein. Bon, ici, il s'avère que c'est un patatoïde. Voilà, et un patatoïde ici. Voilà. Alors, le système, les 4 cas de figure, ce serait quoi? Bon, ici, je vais bannir ceci. Hein. Je vais bannir ceci. D'ailleurs, je vais les effacer. Et adopter une nouvelle convention pour définir, pour voir, quand on voit le système, de savoir s'il est ouvert, fermé, partiellement fermé ou isolé. Alors, le premier cas de figure, bon, il échange la matière. Alors, échanger, ça veut dire que je perce la frontière. Je perce la frontière au niveau voilà, de patatoïde qui représente l'échange de matière. Et donc là, ça veut dire qu'il peut échanger la matière. Mais il ne peut pas échanger l'énergie, parce que la frontière est fermée. Voilà. Alors si je fais par convention ceci, mais ça c'est le patatoïde ou le cercle qui représente... ouais, ici il y a quelque chose que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Voilà. Le grand niveau, celui qui est à l'extérieur, la couronne extérieure, donc c'est la frontière des énergies. Donc ici l'échange de l'énergie, mais pas de la matière. Voilà. Alors, on peut avoir ce cas de figure-là. Il échange de l'énergie, donc ça c'est le... Voilà, c'est ceci. Et il échange de la matière. Là, il échange les deux. Et là, le dernier, c'est les 4 cas de figure. Il n'échange, 13e cas, le 4e cas, il n'échange ni matière ni énergie. Donc, le cercle, ou la couronne extérieure, ou le patatoïde extérieur, c'est voilà, la convention qui me dit que, bon, on échange. D'ailleurs, c'est valable pour les nombres. Hein. Pour les nombres, quelqu'un qui fait ceci, voilà, je vais mettre l'ensemble des naturels, c'est une erreur. Topologiquement parlant, voilà, je vais mettre l'ensemble des naturels. L'ensemble des naturels, c'est une erreur de le représenter sous forme d'un ensemble comme ça. Parce que, topologiquement parlant, ben, il y a une borne, ouais, une borne inférieure, qui est le 0. 0, hein. Je peux mettre des virgules, hein, parce que si je mets... Ouais, ici, alors si je mets une virgule, je dois mettre un point virgule ici. Point virgule. Voilà. Je peux mettre une virgule, hein, mais pour autant que j'ai une infinité de 0 derrière. Voilà. Ça, c'est un nombre entier. 2,000. Voilà. Point virgule 3, point virgule, etc. Voilà. Et alors on met n. Alors là, je ne peux pas fermer l'ensemble. Hein. Topologiquement parlant, normalement, je ne peux pas fermer. C'est pas une borne. N n'est pas une borne. Je ne peux pas fermer l'ensemble. Je ne peux pas me mettre une accolade. Ce qui voudrait dire qu'ici, je devrais affirmer que la limite n de n tend vers l'infini. Plus l'infini. Et de spécifier que n est un, voilà, est un nombre entier. Voilà. N est infini et voilà, est entier. Voilà. Là, c'est déjà plus compréhensible. J'ai pas fermé l'accolade, j'ai pas mis une accolade fermante, mais j'ai qu'une accolade, d'entrée. Voilà, j'ai une accolade ouverte qui s'ouvre. L'accolade d'ouverture, elle est là. Je vais vous la montrer. L'accolade d'ouverture, mais absence d'accolade de fermeture. Topologiquement parlant, je peux faire ça. Hein. Parce que n tendant vers l'infini, les nombres naturels sont infinis. C'est une infinité de nombres qu'il y a dans cet ensemble-là. Ce qui veut dire que je ne peux pas avoir de frontières dans une infinité. Dans une infinité, je ne peux pas avoir de frontières. Ça veut dire que je dois montrer par une structure ensembliste que j'ai un ensemble partiellement ouvert. Maintenant, faisons la même chose, la même réflexion avec
l'ensemble des réels. Maintenant, je vais représenter R. Mais là, R, il est ni ouvert à gauche, ni ouvert à droite. Parce que R, il va... Bon, c'est un crochet, hein. Pour autant que je trouve le crochet. Je ne sais pas où il est. Ah, il est là. Non, c'est court, le même crochet. Bon, il est là. Voilà. Voilà, il va de moins l'infini, point virgule, jusque plus l'infini. Ce qui veut dire que logiquement, pour représenter un ensemble comme ceci au niveau dessin, le fait de mettre une frontière n'est pas bon. N'est pas bon. C'est un ensemble infini. C'est un ensemble infini. Donc l'ensemble des réels, je vais mettre l'ensemble des réels comme ceci. Voilà. Là, à ce moment-là, je dois séparer comme ceci, pour dire que j'ai un ensemble complètement, avec une frontière qui est ouverte comme ceci. Et vous allez me dire, ouais, ça n'a pas d'importance, cette convention-là. Si, c'est important, parce que ça a à voir avec l'univers. Le milieu extérieur, c'est considéré comme l'univers. Le milieu extérieur est l'univers. Alors, on dira que dans un système isolé, je vous rappelle que c'est ceci. L'énergie pour un système isolé est constant. Mais maintenant, s'il est ouvert comme ceci, si l'univers est infini, ben, on n'a plus un système isolé. Hein. Un système qui est quasiment ouvert à l'infini. Hein. C'est plus le même. Donc là, est-ce qu'on peut dire que l'énergie de l'univers est constante? Là, ça change toute la donne. Hein. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Donc c'est pour ça que je fais une convention comme ça, parce qu'on ne sait pas si l'univers est fini ou infini. Le problème, il est là. Donc je dois faire une convention comme ceci. Mais maintenant, c'est aussi pour vous montrer que la convention habituelle que l'on connaît, mais je veux dire, ne spécifie pas si le système est ouvert, fermé ou isolé. Par contre, en voyant ça, je peux vous dire qu'ici, on a un système qui échange de la matière mais pas d'énergie. Donc, au niveau énergétique, il n'échange pas. C'est complètement fermé pour l'énergie. Bon, en voyant ce système-ci maintenant, on a un système qui n'échange pas de matière, mais qui échange de l'énergie. Frontière ouverte. Donc il n'échange pas de matière. Voilà. Par contre, lui, il n'échange pas d'énergie. Alors, prenons celui-ci. Lui, il échange et de la matière et de l'énergie. Prenons le dernier cas de figure. Il n'échange ni matière, ni énergie. Donc celui-ci, il n'échange ni matière, ni énergie. Alors, il y a des noms à ça. On va attribuer des noms. Là, quand il échange de la matière et pas d'énergie, ce système-là, il est dit semi-ouvert. Semi-ouvert. Voilà. Mais quelque chose qui est semi-ouvert,
il est semi-ouvert pour la matière, mais il est semi-fermé pour l'énergie. Je vais faire de la place parce que c'est vrai que plus tellement de place. Voilà, je vais l'écrire ici. Il est semi-ouvert, c'est S, semi-ouvert pour ce qui concerne la matière et semi-fermé pour ce qui concerne l'énergie. Alors pourquoi semi? Parce qu'en fait, il est peut-être fermé pour l'énergie, mais il est quand même ouvert pour la matière. Donc c'est pour ça que je dis semi. Et s'il est ouvert pour la matière, mais c'est parce qu'en fait, s'il est ouvert pour la matière, mais pour l'énergie, il ne l'est pas. Donc c'est pour ça que je vous dis semi. Semi, quand on sera semi ouvert, ben, il sera d'office semi. S'il est semi ouvert pour l'un, il est semi fermé pour l'autre, d'office. Voilà. Alors, si j'écris ici, là, il est semi ouvert pour énergie, c'est le contraire du précédent. Il est semi-ouvert pour l'énergie, mais comme il est semi-ouvert, ben, il est semi-fermé pour, voilà, pour l'autre, pour la matière. Semi-fermé pour la matière. Alors ce système-là, il est ouvert, complètement ouvert. Il est semi-ouvert, il est ouvert pour, il est ouvert complètement. Il est ouvert pour l'énergie et il est ouvert pour, comment on appelle ça, l'énergie. Il est ouvert complètement. Là, il est ouvert complètement. Alors maintenant, entrevoyons celui-ci. Là, on a un système complètement fermé. Le système est fermé. On a un système, voilà, on a 4 possibilités de système. Alors maintenant, ce qui est considéré comme système, un système complètement fermé est ce qu'on appelle égal à un système isolé. C'est un système complètement fermé, comme ceci, c'est un système isolé. Il n'échange ni matière ni énergie. Voilà. Mais on n'a pas adopté le mot fermé, on a adopté le mot isolé. Voilà. Parce que le système fermé, par convention, c'est pas celui-là, c'est pas ce système qui est isolé. Un système fermé, il va échanger de l'énergie, mais pas de la matière. Donc ça correspond à un système fermé pour la thermodynamique, correspond dans ma convention à moi à ceci. Voilà un système fermé pour la thermodynamique. Là j'ai le système, un système fermé. Alors pour moi un système fermé, c'est un système semi-ouvert en énergie et semi-fermé en matière. Alors pourquoi semi-fermé en matière? Parce qu'il est quand même ouvert en énergie, parce qu'on prend en compte les deux. Voilà. Ça c'est ma convention à moi, parce que ce que j'appelle fermé, les conventions l'appellent isolé. Ce que les conventions appellent système fermé, je l'appelle système semi-ouvert ou partiellement ouvert. Alors quels sont les partiellement ouverts ici? J'en ai deux ici. Celui-ci, je vais les mettre avec une certaine... Celui-ci est euh, partiellement ouvert et celui-là, oui, ici, oui, c'est ça, parce qu'il y a un trou de... Voilà, il y a celui-là et celui-là. Ces deux-ci, donc celui-là, je vais reprendre avec... Hein, les deux systèmes qui sont partiellement ouverts, c'est celui-là, il est partiellement ouvert.
et celui-là, il est partiellement ouvert. Mais qui dit partiellement ouvert, dit partiellement fermé. Hein. Qui dit partiellement ouvert, dit partiellement fermé. Ben, si je prends celui de gauche, je vais prendre celui-ci. Pas de droite, je m'excuse. Je prends celui-là de droite, ben, il est partiellement ouvert, mais il est aussi partiellement fermé. Il est partiellement ouvert à l'énergie, mais partiellement fermé à la matière. Alors maintenant, si je prends l'autre ici, voilà, là, ce système-là, il est partiellement ouvert aussi, mais partiellement ouvert pour la matière, mais partiellement fermé pour l'énergie. Dès qu'il est partiellement ouvert, il est partiellement fermé d'office. Donc ici, moi, par ma convention à moi, j'ai 4 cas de figure. Hein. Par contre, les conventions thermodynamiques reprennent ceci. Système fermé, voilà, reprennent le système ouvert et reprennent le système isolé, que moi je considère comme complètement fermé. Parce qu'il y a le complètement fermé qui est isolé et le partiellement fermé qui peut être de deux ordres. Le partiellement fermé peut être de deux ordres. Soit fermé à la matière, ouvert à l'énergie, soit fermé à l'énergie, ouvert à la matière. Donc pour moi, les fermés, en partie, et partiellement fermés en partie, seraient celui-là et celui-là. Ils sont partiellement fermés. Et le complètement fermé serait celui-là. Voilà, donc ça, ce serait mes conventions. Bon, qui se distinguent des conventions, je veux dire, la thermodynamique, les conventions de la thermodynamique, c'est système fermé, système ouvert et système isolé. Voilà, il n'y a pas plus. Hein. Bon, mais ça, c'est pour les systèmes. Alors, un système peut changer d'état. Il peut changer d'état, c'est-à-dire que les variables, plusieurs variables peuvent changer. Alors à ce moment-là, le système passe d'une situation initiale. Voilà, j'ai un système que j'appelle système 1. Voilà. Il va évoluer ce système 1. Évoluer, ça veut dire que les variables vont changer. J'ai toujours le système 1, et je donne toujours de la même manière. J'ai toujours affaire au système 1. Voilà. Voilà le système 1. Voilà, encore une fois le système 1. Bon, le système 1 ici va subir une transformation, c'est-à-dire que les variables vont évoluer. Bon, il y en a qui vont rester des invariants, ils ne sont pas obligés d'évoluer toutes. Hein. Voilà, le système, il est là. Il a évolué. Bon, alors, ce qui veut dire que ces deux-ci, je vais reprendre ces deux-ci, enfin, ou plutôt celui-là. Je fais encore une transformation. Je fais encore une transformation. Et je peux en faire n de transformations. Hein. Voilà, d'ailleurs ici, je vais aller jusqu'à n transformations. Là, j'ai l'état initial. On part d'un état d'équilibre où les variables, on les considère telles qu'elles sont. On fait une transformation, c'est-à-dire qu'il y a des variables qui vont changer. Je vais appeler cette transformation T1. Je vais passer voilà, à un état 1. Le système S1 passe à l'état 1. Je fais une transformation. Je passe à l'état. Les variables vont évoluer de E1 à E2. Et ainsi de suite. Je continue cette série de transformations. 3 petits points. Pour avoir une énième transformation, j'aurai Tn, la transformation Tn, qui va ramener à l'état n. Alors si maintenant je fais une n plus 1 unième transformation,
C'est-à-dire que je fais encore une transformation, mais que cette fois-ci, je ramène le système S1 avec les variables de départ. Ça c'est S1. Voilà, j'ai S1. Et j'ai les mêmes variables et les mêmes constantes. Les constantes et les variables de départ, je les retrouve ici. J'ai des constantes et des variables, et tout corrobore au niveau des constantes et variables. Ça veut dire que l'état d'équilibre que j'ai là, ben, il est le même que celui-là. L'état d'équilibre, voilà, de la transformation Tn plus 1 va ramener bien sûr à Sn plus 1. Oui, ici c'est S1, je m'excuse. Voilà. Va ramener à S1, mais S1 c'est l'état En plus 1. Voilà, j'ai En plus 1. Mais ici, il s'avère que, comme je vous ai dit, l'état En plus 1, les variables et les constantes, ou les paramètres, si vous voulez, de En plus 1, s'ils sont égaux à 1, ça veut dire que je me ramène aux paramètres de l'état d'équilibre de l'état initial. Voilà, il est égal à EI, voilà, l'état initial. N plus 1 est égal à EI. Bon, je vais le marquer parce que c'est vrai que j'ai écrit mal. Bon, je vais le faire avec. S'il s'avère que on a une transformation qui fait en sorte qu'on a En plus 1 égale E1 EI, état initial, eh bien, ça veut dire que les variables de l'état En plus 1 sont les mêmes que EI, mais les constantes sont les mêmes que EI. Ça veut dire qu'on a le même état d'équilibre, complètement le même état d'équilibre. Ce qui veut dire que je ne suis pas obligé d'écrire voilà, un nouvel ensemble N plus 1. Ça veut dire que je peux ramener directement, je peux le ramener la transformation N plus 1 va ramener à EI. Là, j'ai la transformation à N plus 1. Bon, ici, attention qu'il y a 3 petits points. 1, 2, pour dire que c'est voilà, ça continue de la sorte. Il y a plusieurs transformations. Déjà, de 1, je vais vous dire quelque chose. Qu'est-ce qui compte en thermodynamique? Mais c'est l'état initial et l'état final. Peu importe ce qui s'est passé entre eux. Pour faire un bilan, j'ai pas besoin de ce qui se passe entre eux. Du moment que j'ai ce qui se passe à un moment donné en finalité, moi, la thermodynamique regarde ce qui se passe. Il fait toujours un état final, que ce soit pour l'entropie, l'enthalpie, la variation de chaleur, on fait toujours un état final pour éviter des problèmes de signes. Voilà, on prend comme convention, c'est déjà suffisamment conventionné en signes, hein, enthalpie, entropie, le travail, bon, la chaleur, voilà, l'enthalpie de Gibbs, tout ce que vous voulez, bon, il y a suffisamment de signes comme ça, suffisamment. Alors pour éviter les soupes de signes en thermodynamique, on ne se fait qu'une convention que c'est l'état final moins l'état initial. On ne commence pas à faire l'état initial moins l'état final. Hein. Voilà, parce que sinon à ce moment-là, je veux dire, on aura des signes dans tous les sens et il faudra essayer de réfléchir pour savoir si on est dans le bon signe ou pas. Alors pour éviter ça, thermodynamique, c'est l'état final moins l'état initial. Voilà, c'est une règle de base thermodynamique, état final moins l'état initial. Alors, la thermodynamique vous dit que ce qui se passe toutes les transformations intermédiaires entre l'état initial et l'état final ne sont pas importantes. Parce que cette série de transformations va ramener vers une transformation Tn, vers un état N, Et dans l'état N est comptabilisé toutes ces transformations précédentes. Voilà. Et en faisant une différence, voilà, en faisant un bilan global entre le final et l'initial, vous savez, vous aurez la différence de transformation qu'il y a eu tout le long cours du chemin. Tout le long cours du chemin, on aura une globalité de ce qui s'est passé. Regardez bien, ici j'ai 5.
Je prends un exemple. 5. Ici, si je fais plus 2, on a 7. Je fais moins 1. J'ai 6. Bon, supposons qu'ici, c'est la transformation T3, et je veux m'arrêter à la T3. Là, je mettrai T3. T3, je vais faire plus 4. Voilà. J'ai fait plus 2. Je vais l'écrire. Parce qu'on voit pas bien en fait. On voit pas bien, donc je vais l'écrire. Je pars, l'initial c'est 5. Initial, je vais le mettre ici. L'initial c'est 5. Voilà, je mets 5. Là on a fait plus 2. Mais 5 plus 2 ça fait 7. Hein. Là on a fait moins 1. Ce qui fait 6. Et là je fais plus 4. Ce qui fait 10. Alors, connaissant le premier qui est donc j'ai 5 au départ. Hein. Situation initiale, on a 5. Dans celui-ci, on a 5. Hein. Dans le dernier, on a 10. Ben, si je fais 10 moins 5, je sais bien que j'ai 5. La différence fait 5. 10 moins 5, ça fait... Donc je sais ce qui s'est passé entre temps. On a, entre temps, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait plus 2, moins 1, plus 4. Ben, ça fait 6 moins 1, ça fait 5. D'où je vais chercher ce 5 là. 2 moins 1 plus 4, ça, preuve du contraire, ça fait plus 5. Hein. Comment trouver ce plus 5? Mais vous faites 10 qui est la situation finale. Vous allez chercher 10 qui est la situation finale. Moins 5 qui est la situation initiale. Et vous avez, voilà, la série de transformations a donné en totalité 5. Donc le 2 moins 1 plus 4 fait 5. Voilà, c'est de là que vient ce 5 là. Donc en thermodynamique, si vous connaissez l'état initial et l'état final, ben, ça suffit. Bon. Mais ici, il s'avère qu'on revient au 5. On revient à la situation initiale. Donc, si je crée cette relation qui ramène à la situation finale, là je vous l'ai fait sans situation finale, hein, sans revenir à la situation initiale. Maintenant, je mets à profit ceci. Tout à l'heure, c'était sans ça, bien sûr. Hein. C'était, je vous ai fait le calcul ici sans ceci. Sans ceci. Pour trouver le 5, voilà, je vous ai fait sans ça. Maintenant, si je comptabilise avec ça, ben, pour aller de 10 à 5, pour aller de 10 à 5, voilà, je dois enlever 5. Ça veut dire que là, je dois enlever 5. Et là, ça veut dire que si je reviens à la situation initiale, au total, ça fait 0. Toute transformation qui ramène à l'état initial, si à conservation, ramène à 0. Et maintenant, si je distingue le travail et la chaleur, ben, le travail et la chaleur, peu importe qu'il soit plus ou moins, plus c'est dans le travail, c'est là qu'il soit plus ou moins la chaleur ou le travail, plus
bien sûr, c'est dans ce sens, le plus c'est dans c'est le milieu extérieur qui donne au système, et moins c'est le sens contraire. Voilà. Pour le travail, le plus c'est une convention, on va dire, donnée, c'est négatif. Le milieu extérieur, le système donne au milieu extérieur, il donne, il est altruiste. Hein. Le travail est altruiste, je suis dans une convention travail altruiste et chaleur égoïste, ce qui fait que je suis dans une convention mixte. Le travail ici, le système donne au milieu extérieur, c'est positif. Mais si le milieu extérieur donne du travail au système, c'est négatif. Voilà. Donc en prenant leurs signes en tant que travaux reçus reçus ou fournis, ainsi que la chaleur reçue ou fournie, mais en globalité, si vous faites le même trajet ici, voilà, qu'est-ce que vous allez avoir? Mais W plus Q égale 0. Quel que soit le signe ici que l'on a, plus ou moins, plus ou moins. Ça, c'est une vue d'esprit pour avoir la loi de conservation de l'énergie en un temps de mouvement. Voilà, en un temps de mouvement, on a la loi de conservation de l'énergie. C'est une façon de voir, voilà, par des chiffres, comment serait comment obtenir la règle d'un bilan où il n'y a rien qui a été perdu sur le chemin. Il n'y a rien qui a été perdu. Là, il n'y a rien qui a été perdu. Voilà, ni là, ni là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de perte de chaleur, ou il n'y a pas eu de frottement, pas de perte de calorifique. Et là, il n'y a rien qui a été fourni. Alors, quand on n'a rien fourni, c'est normal qu'on se retrouve avec un bilan qui est, on va dire, équilibré. C'est un bilan équilibré. Voilà. Voilà. Mais maintenant, la situation que je viens de vous faire ici, c'est une transformation qui est une transformation ouverte. Enfin, la première que je vous ai faite, c'est une transformation ouverte. On part d'une situation initiale. Bien sûr, on a des variables. Hein. X est varié en fonction... Y est variable en fonction de X. On a des variables ici. Et on part d'un système initial pour arriver à un système final. Là, la transformation, pas confondre système et transformation. C'est une transformation qui est ouverte. Maintenant, s'il s'avère que vous revenez au point de départ, au niveau des variables, vous avez un cycle. Vous avez un cycle. Là, on revient au point de départ. Situation initiale, situation finale. On a toujours les variables X et Y. Et là, on a une transformation, on a un cycle, ou une transformation fermée. Transformation peut être soit ouverte ou fermée. Ça, c'est le cas d'une transformation ouverte. Bien sûr, il faut que j'efface ceci parce que bon, j'ai voulu faire une transformation fermée. Voilà, mais là, je les ai bien distingués. Là, j'ai une transformation ouverte. Et là, j'ai une transformation fermée. J'ai un cycle. J'ai un cycle. Or, la démonstration, quand on fait la démonstration de W plus Q, on le fait à travers d'une expérience qui est un cycle. Rappelez-vous, c'est W cycle pris avec... il n'y a aucune autre forme d'énergie à part le travail et la chaleur, bien sûr. Hein. Et on n'a pas de gain ni de perte. Il n'y a pas d'échange de matière. Voilà, les hypothèses sont fixées. Et alors on met un cycle, et je vous ai montré comment on faisait le cycle. On mettait l'expérience de Joule sous forme d'un cycle. C'est-à-dire, on faisait tomber un poids, on avait un calorimètre, et on refaisait tomber les variables de départ, on faisait retomber les variables de telle manière à arriver à la température de départ voilà, de l'expérience. C'est-à-dire, on faisait un échange de chaleur avec un corps dans le calorimètre. De telle manière et on arrêtait voilà, l'expérience quand on arrivait aux paramètres de départ. Donc vous voyez, j'ai fait la vidéo, elle vous montre que voilà, l'étude pour faire la loi de conservative W plus Q égale 0,
où il n'y a pas d'autre forme d'énergie que la chaleur, elle travaille, eh bien, elle était faite sur base d'un cycle. Maintenant, il y a son corollaire. Hein. Il y a le corollaire qui dit que, voilà, on l'affirme, mais on ne le démonte pas parce que ça a été démonté avec un cycle. Quoique je pourrais le démontrer, il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas un problème ça. Voilà, en fixant certaines variables égales à 0, je trouverai que W plus Q égale 0 dans un système. Voilà, je dis que voilà, l'échange énergétique dans le système fermé, le travail vaut 0, l'échange de chaleur vaut 0, donc 0 plus 0, ça fait 0. Donc, mais ça, c'est dans un système isolé. Système isolé. Ça, c'est dans un cycle, c'est démontré à travers un cycle, et dans un système isolé, ben, ça devient un corollaire. Un corollaire voilà, de cette démonstration-là. Donc, il suffit d'affirmer, hein, on affirme, et ça suffit. On affirme que W plus Q dans un système isolé, on prouve que W vaut 0, on n'a pas d'échange de travail avec le milieu extérieur, on n'a pas d'échange avec le milieu de chaleur avec le milieu extérieur, donc d'office, bon, ben, on s'est démontré facilement que W plus Q ça fait 0. Et donc ça reste valable aussi bien pour un cycle que pour un système isolé. Voilà. Alors ne pas confondre transformation et voilà. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer quelque chose. Le cas d'une série de transformations ramenant le système dans son état initial. Bon. Les transformations, vous avez vu à quoi ça rime. Ce sont des systèmes qui évoluent, on a des transformations, les variables d'état évoluent, et bon, on va vers une transformation finale. Et si on fait un cycle, c'est qu'on a ramené la dernière transformation, elle va vers une situation, elle ramène vers la situation initiale. Voilà. Donc ce qui veut dire que je vous ai dit tout à l'heure que c'est une série de transformations, ben, deux seules suffisent, l'initiale et la finale. L'initiale et la finale. Maintenant, si je fais ceci, bon, ça c'est le système que je vais appeler 6. Là, c'est le même système que j'appelle 6. Quelle est la différence entre les deux? Ben, il a évolué. On a une transformation ici. Les variables ont évolué. Alors, le sens de l'évolution, c'est dans ce sens-là. Alors maintenant, si on se ramène à la situation initiale, ben, on a ceci. Donc, on a bien la situation initiale ici et la situation finale ici. Voilà. Bon, maintenant, supposons que pour passer de l'état initial à l'état final, je vais consommer bon, je vais appeler ça 1 et 2. Chemin pour aller de 1 vers 2. Voilà. Ça, c'est le chemin pour aller de 1 vers 2. Et ça, c'est le chemin de 2 vers 1. Donc, je nomme les chemins. Il y a deux chemins possibles, je les nomme. Chemin 1 vers 2 et le chemin 2 vers 1. Comme ça, on ne sait pas se tromper. Quand je dis chemin 1 vers 2, n'est pas le chemin 2 vers 1. Voilà. Je vais me positionner dans un système qui n'est pas conservatif et voir ce qu'il en est. Alors pour ça, je vais passer du chemin 1 au chemin 2, ou si vous voulez du système initial au système final. Donc je vous avais dit qu'il peut évoluer selon deux chemins possibles, de 1 vers 2 ou de 2 vers 1. Et donc on aura deux transformations. On aura une transformation qui est celle-ci, je vais l'appeler T1, T2. Alors, si c'était conservatif, je l'aurais appelé T-1. C'est le chemin inverse de 1. Mais ici, c'est pas conservatif. Justement, l'astuce, c'est ça. C'est que je vais considérer que j'ai pas... j'ai une non-conservation ici. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, je n'ai pas T-1 de 1. Je n'ai pas T-1. T2 n'est pas T-1 de 1.
Mais T2 est, le même chemin, mais pas l'inverse de T1. Il n'est pas l'inverse de T1. Parce que, par exemple, ici, pour avoir... je vais mettre, par exemple... je vais mettre des nombres hein, pour les transformations. C'est ça que je suis en train de regarder. Qu'est-ce que je peux mettre comme nombre Bon, déjà, quand on voit ça, c'est qu'on a une transformation inversible. Elle est inversible. Donc, si je vais de 1 vers 2 et de 2 vers 1, ben, on peut, la transformation, ici, il y a une réversibilité de la transformation. Donc, on inverse le chemin, tout ça, tout bonnement. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a ici, je vais créer une non-conservation. C'est ça le but du jeu. Je ne veux pas créer une transformation, voilà, mais une non-conservation. Alors, supposons que je regarde les conventions. Hein. Si je fais ça, je vais donner le système fourni. Voilà. Alors, ici, je vais fournir de la chaleur. On va parler de chaleur, en termes de chaleur. Quand ça fournit comme ça, c'est négatif. Hein. C'est une convention. Pour la chaleur, c'est une convention égoïste. Quand il donne, c'est négatif. Et le travail, quand il donne, c'est positif. C'est tout le contraire. C'est altruiste le travail et égoïste la chaleur. Donc Q négatif, c'est quand voilà, le système fournit au milieu extérieur. Bon, supposons que la transformation ici, il va fournir moins 50 joules. Voilà, on va mettre moins 50 joules. Pour aller de situation initiale à la situation finale, il va fournir voilà, moins 50 joules. Alors, ouais, mais ici, ici, je prends en totalité. Hein. Je ne vais même pas m'amuser à mettre... je vais faire un bilan, une transformation de W plus Q. Voilà. Je vais vous expliquer. Je ne vais même pas prendre la chaleur. Je vais même intégrer, si vous voulez, comment on appelle ça le travail. Comme ça, bon, je ne fais pas... Je ne vais pas faire une... Comment est-ce qu'on appelle ça je ne vais pas isoler uniquement la chaleur. Hein, je vais parler des deux en même temps. Je ne vais pas faire une discrimination, c'est ça que je veux dire. Pourquoi prendre la chaleur? Pourquoi pas prendre le travail? Je veux parler directement en termes de travail plus chaleur, avec les conventions qui vont avec. Voilà. Ça veut dire qu'ici j'ai un bilan global, et le bilan global va me donner, si vous voulez, directement voilà, le bilan global va me donner directement moins 50 joules. Alors là-dedans, qu'est-ce que ça voudrait dire? Moins 50, c'est par exemple, là j'aurai 50, plus 50, par exemple, hein, et là j'aurai plus moins 100. Alors, la chaleur est négative, ça veut dire que dans ce cas de figure-là, il a fourni de la chaleur. Mais il a fourni, le système a fourni, parce que c'est négatif, la chaleur est prise. 50 moins 50, moins 100, ça fait bien moins 50. Hein. J'espère que je ne me trompe pas là-dessus. Voilà, 50 moins 100, ça fait bien moins 50, on est d'accord. Mais j'ai pris la chaleur égale moins 100, ça veut dire moins négatif. Ça veut dire qu'il moins c'est égoïste, c'est une convention égoïste pour la chaleur, ça veut dire que moins il a donné de la chaleur. Il a fourni 100 joules. Le système a fourni 100 joules. Et pour lui, c'est négatif. Parce qu'il est égoïste. La chaleur a une convention égoïste. Maintenant, plus 50 joules pour le travail, ça veut dire qu'il a fourni, le système a fourni 50 joules. Et il est content. Parce qu'il a une convention altruiste. Donc c'est ça que ça veut dire. Bon, maintenant, le moins 50, je peux aussi avoir moins 100, par exemple, et plus 50. Ça donne toujours moins 50. Ça donne toujours moins 50. Hein. C'est juste, bon, l'opposé. Enfin, c'est juste, bon, le contraire, W qui prend le moins 100, alors que tout à l'heure, c'était le Q qui prenait le moins 100. J'inverse les rôles.
Le travail, cette fois-ci, prend le moins 100. Mais le travail vaut moins 100, ça veut dire que moins 100, convention altruiste, ça veut dire que le travail, le système, c'est négatif, hein, donc c'est altruiste, c'est négatif, ça veut dire qu'il a pris, le système a reçu un travail de 100 joules. Bon. Je vais faire les deux cas de figure. Hein. Celui-ci, le plus 50, voilà, je vais mettre les flèches. Hein. On a plus 50, c'est du travail. Donc, c'est une convention altruiste plus, il a donné. Le système a donné au milieu extérieur. Voilà. Voilà, ça c'est le travail. Sa première, voilà, c'est celui-là. Je suis en train de faire celui-ci. Le second, moins 100, c'est de la chaleur. C'est convention égoïste. Bon, c'est négatif parce qu'il a donné. Donc c'est le système a fourni au milieu extérieur. Voilà. Ça c'est le premier. Maintenant, si je fais celui-là, je vais le faire ici. Le système il est là. Alors le travail fait moins 100. Le travail et la chaleur fait 50. Voilà, le travail, la chaleur. Voilà. Alors le travail fait moins 100. Moins 100 c'est une convention altruiste. Moins c'est qu'il a reçu. Donc le milieu extérieur, le système a reçu du milieu extérieur, voilà, 100. Voilà, moins 100 c'est ça. Le système a reçu du milieu extérieur un travail. Pour la chaleur est plus 50. Plus 50, ça veut dire que c'est une convention égoïste. Plus 50, c'est égoïste. Donc plus 50, c'est qu'il a reçu. Il est content d'avoir reçu. Donc le système reçoit de l'énergie du système, du milieu extérieur. Oui, bon. De toute façon, est-ce que ça a de l'importance? Ben non, ça n'a pas d'importance du tout. Parce que qu'on ait plus 50 moins 100 ou moins 100 plus 50, c'est déjà une globalité reprise sur W plus Q. Donc on s'en fout de tout ça. Tout ce qu'on sait, c'est que W plus Q fait moins 50. W plus Q fait moins 50. Et c'est ça qui nous importe, peu importe s'il a reçu ou qui peut. Voilà, il y a plusieurs cas de figure. Ben, voilà. On sait que W plus Q fait en totalité moins 50 joules. Alors, moins 50 joules par le chemin de 1 vers 2. C'est par le chemin ici. Moins 50 joules, c'est le W plus Q global pour aller du chemin 1 au chemin 2. Voilà. Donc, moins 50 joules, ça veut dire que le système fournit à l'extérieur 50 joules. Voilà. Là, on a 50 joules qui est fourni au milieu extérieur. Voilà, j'ai pris une convention où moins 50 joules, ben, il donne au milieu extérieur. Voilà. Maintenant, si en chemin inverse, j'ai pas une conservation d'énergie, donc j'ai pas T-1 hein, de 1, je vais faire en sorte par exemple que la transformation de 2 vers 1, qui est la transformation inverse, voilà, par le chemin de 2 vers 1, cette fois-ci, il absorbe 40 joules. Ça veut dire que W plus Q en totalité fait 40 joules. Voilà. D'un côté, il fait moins 50, et là, on a plus 40. Il y a quelque chose qui ne va pas là, c'est normal. C'est fait exprès ça. Hein. C'est pas, on n'a pas une conservation d'énergie là. J'ai moins 50 d'un côté et j'ai plus 40 de l'autre.
Là, le système, il a absorbé de l'énergie. Il absorbe. Là, il refoule 50 joules. Et là, il absorbe 40 joules. Le bilan de tout ça, on va faire le bilan. J'ai moins 50 chemin 1 vers 2, moins 50. Puis j'ai 40, moins 50 plus 40, ça fait plus 10 joules en finalité. Ce qui fait moins 10 joules. Moins 10 joules. Ça veut dire qu'en totalité, le système a fourni globalement 10 joules au milieu extérieur. Ben, c'est bien, hein. Alors si c'est très bien, faisons une série d'étapes qui ne fait que ça. Je fais chemin 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1. Eh bien, vous allez voir que de moins 10, ça c'est pour le premier tour. Le deuxième tour, j'aurai moins 10 joules fois 2 tours. Le troisième tour, j'aurai moins 10 joules fois 3. Donc vous avez affaire à un système. Alors le moins, je vous rappelle que c'est du refoulement. Il refoule de l'énergie au milieu extérieur. Donc vous avez créé ici un système qui crée de l'énergie. C'est un système qui crée de l'énergie. Et le système est resté globalement le même. Hein. Bon, j'ai rien changé, si ce n'est que bon, il refoule, il absorbe, il refoule, il absorbe. Et en totalité, quand on fait une série de transformations cycliques de cette façon-là, ben on voit qu'il y a le système crée de l'énergie. Moins 10 fois n, c'est une création d'énergie là, qui est bien plus grande que celle de départ. Hein. Bon, on avait moins 50. Maintenant, si je fais 6 tours, je suis j'ai gagné moins 60 joules. Et si j'avais fait x5, moins 50 joules, ça veut dire que après 5 tours, quand j'ai fait 5 tours, j'ai créé moins 50 joules. Ça veut dire que les moins 50 que vous voyez là, bon, ils sont récupérés après 5 tours. Chaque 5 tours, j'ai une énergie gratuite là. Tous les 5 tours, j'ai une énergie gratuite. Hein. Je fais 5 tours, et puis j'ai une énergie gratuite de moins 50 joules. Ben, après, je fais encore 5 tours, j'ai une énergie gratuite pour. Voilà. Et ainsi de suite. Quoique. Oui, parce que le bilan. Oui, c'est ça. Hein, j'ai une énergie. Au bout de 5 tours, j'ai une énergie de moins 50 joules. Mais là-bas, j'ai toujours 40 joules. Hein, je maintiens toujours une absorption de 40 joules. Ce qui veut dire que après 5 tours, j'ai créé mes 50 joules. Donc, je fais 5 tours, j'ai mon énergie gratuite ici à chaque fois. Chaque 5 tours, je fais 5 tours pour avoir mon énergie gratuite. Bon, là, on est dans un cas de mouvement perpétuel. Hein. Voilà, perpétuel. Bon, le mouvement perpétuel qui, lui, est interdit par le premier principe. On a conservation, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Il n'y a pas de création d'énergie comme ici. Ici, on est dans un sens de création pure et simple d'énergie. Hein. L'énergie ne cesse d'augmenter. Il fournit de l'énergie. Donc, voilà, il a de l'énergie gratuite. Quelque part, je vais vous dire quelque chose, l'énergie gratuite, elle est sur Terre. Hein. Elle est partout. C'est clair, je vous ai déjà fait une vidéo, hein, bon, je veux encore en discuter. Bon, ça c'est le mouvement perpétuel. Bon, on crée de l'énergie. Bon, le premier principe, il dit que voilà, on a une conservation d'énergie. Conservation d'énergie. Voilà, quand on est en milieu, on veut dire, on a un milieu conservatif. Dans un système idéal, on n'a pas de perte ni gain. Voilà, pas de perte ni gain.
Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, maintenant, on va analyser tout ça. Hein. On va analyser tout ça. Ce qui veut dire qu'ici, on vient de créer une machine. Qu'est-ce qu'elle fait? Pour représenter les énergies, ben, je vais représenter par des boules. Voilà, qui se trouvent, bien sûr, on va dire, à un état énergétique. Voilà. Alors, cette énergie, elle peut diminuer, comme elle peut augmenter. Voilà, elle peut diminuer, elle peut augmenter. Voilà, elle peut se balader. Cette énergie peut se balader. Hein. Bon, on peut l'augmenter, cette énergie, on peut la diminuer. Les états d'énergie, on peut s'amuser avec. Hein. On peut avoir des pics d'énergie. Voilà. Pour un système, bien sûr. Ce qui veut dire que le système va évoluer comme si. Ça, ce sont des états d'énergie. Là, il est dans un creux, voilà, comme ceci. Il ne peut que remonter, par exemple. Là, il va retomber. Là, il est dans un creux. Là, il va remonter. Et tout le long, il peut avoir des valeurs. C'est pas quelque chose de quantifié. Hein. C'est pas qu'il soit il est dans un creux ou un. Voilà, je suis pas dans le rayonnement HNU. Je suis pas dans le. Comment on appelle ça? Je suis pas dans un rayonnement électromagnétique avec la quantification égale à n fois HNU. Hein. Je suis loin de là. Là, c'est tout simplement, il peut avoir différentes valeurs. Voilà, c'est quelque chose, je veux dire, dépendant du temps et la chaleur va augmenter. Voilà, ici, je mets une énergie, voilà, l'énergie, une échelle énergétique. Et là, on va dire qu'on a un niveau d'énergie. Là, c'est tout simplement, là, pour passer d'ici à ce puits d'énergie, ben, il va passer par toute une série de valeurs là, voilà, parce que c'est pas, je suis pas dans la quantification. Je suis pas dans la quantification. Pour passer voilà, d'un niveau d'énergie 1 à un niveau d'énergie 2, bah, il va passer par toute une série énergétique. Le niveau d'énergie va diminuer voilà, pour arriver, en fonction du temps, voilà, pour arriver là. Donc je vous dis, je ne suis pas en quantification. Il ne passe pas directement d'un niveau d'énergie à l'autre. Voilà, là, il passe par une série d'énergie. Voilà, il va là. Il a un niveau d'énergie E2. Alors maintenant, ça c'est si le système perd de l'énergie. Voilà, il perd de l'énergie. Maintenant, s'il gagne de l'énergie, on fournit de l'énergie, ben, il va passer de cette énergie E2, hein, il va augmenter son énergie au fur et à mesure du temps pour arriver, je veux dire, par exemple, à une stabilisation ici. On a une stabilisation ici. On a un état d'équilibre là. Voilà. Donc j'aurai par exemple ici E3. Donc l'énergie on aurait l'énergie de E1 ici, l'énergie de E2, voilà, l'énergie de E3, etc. Alors je peux continuer, hein. Là j'aurai l'énergie 4, l'énergie 4, ici, pour passer à E5, ben, il faudrait passer par tout un stade d'énergie voilà, des niveaux d'énergie qui vont évoluer en fonction du temps, parce que c'est pas, on va dire, c'est une grandeur qui est, comment est-ce qu'on appelle ça, l'énergie, la chaleur, l'énergie c'est une grandeur, si je la prends pas de rayonnement électromagnétique, c'est une grandeur, comment est-ce qu'on appelle ça encore, numérique. Elle va dépendre du temps. Donc elle va évoluer en fond. Voilà, c'est pas une valeur discrète. C'est pas une valeur discrète, c'est une valeur numérique. Donc en fait, elle va varier chaque instant, elle va varier, Q va varier en fonction, de manière infinitésimale, de proche en proche, pour arriver voilà, à une valeur x1 et une valeur x2. Par contre, la quantification, elle passe directement par saut et par nombre entier de h nu. C'est ce qu'on appelle un h nu, c'est un quanta. Voilà. Alors, donc il va passer ici à un niveau d'énergie. Ouais, je l'ai mal fait. J'ai mal fait. Là, j'ai un niveau d'énergie E4. Ici, j'ai un niveau d'énergie E5. Et ainsi de suite. Donc, ça veut dire quoi? Ben, l'énergie, elle peut varier. Elle peut aussi bien diminuer. On peut diminuer l'énergie d'un système, comme on peut l'augmenter. Voilà. Alors,
comment l'augmenter? Ben, il faut apporter, si je veux descendre, descendre, si on veut faire que le système euh, que l'énergie, bon, pour diminuer de valeur énergétique, eh bien, il doit refouler de l'énergie, refouler de l'énergie au milieu extérieur. Mais s'il veut monter en, comment on appelle ça, en énergie, mais il faut absorber de l'énergie. Donc il faut, quand je dis absorber de l'énergie, ben, plusieurs choses. Hein. On peut créer un travail moteur pour faire voilà, un travail moteur. Un travail, je vous dis qu'un travail c'est une forme d'énergie. Hein. Donc si j'ai Q1, si l'état d'énergie est Q1, si je fais plus un travail moteur, ben, voilà, enfin, je l'ai mal fait, je m'excuse. Si j'ai un niveau d'énergie E1, bon, je vais le faire monter. Alors on va prendre E2 ici, ici. Je suis dans un puits d'énergie ici. E2, je vais le faire monter. Ben, je vais créer un travail W3. Là, ou W2, ou peu importe comment je l'appelle, W2, E2 plus W2, eh ben on va monter en E3. Alors, pour monter, je suis obligé d'apporter de l'énergie. Je suis obligé de fournir un travail moteur hein, pour monter. Bon, mais pour descendre, s'il est là, on a E4 ici, l'énergie E4, l'état d'énergie E5. Pour descendre, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, pour descendre de E5 en E6, pour descendre E5, ben on va voilà, il va fournir un travail à l'extérieur. Oui, en fournissant un travail à l'extérieur, W5, voilà, il va descendre d'énergie. Alors pour monter, il faut apporter un travail énergétique pour monter. Mais pour descendre, donc apporter un travail énergétique, ça veut dire qu'il va absorber un travail énergétique pour monter. Mais pour descendre, il doit fournir un travail énergétique. Voilà. Bon, mais ça, c'est un cas de figure bon, de variation d'énergie, comment l'énergie peut varier d'un niveau à l'autre, soit en absorbant du travail ou en, voilà. Mais maintenant, pour le mouvement perpétuel que je viens de vous faire ici, c'est pas ça qui va se passer. On était dans, voilà, on avait une certaine quantité d'énergie, voilà. Il est descendu de moins 40 pour arriver ici. Donc il fournissait un travail, il fournissait l'énergie, oui. Donc l'énergie ici, donc ça veut dire qu'il montait. Moins 50, voilà, il fournissait un travail de 50. Donc il montait de 50 si vous voulez. On avait ceci. Il fournissait, moins c'était, il fournissait une énergie de. Il fournissait une énergie de 50. Mais en même temps, il diminuait de 40. Il absorbait, il fournissait 50, il absorbait 40. Voilà, il se retrouvait là. Ça, c'est après un cycle, chemin 1 vers 2. C'est le chemin de 1 vers 2. Voilà, le système initial, il est là. Système final. Et rappelez-vous qu'on avait moins 50.
Moins 50 joules, hein. Bon, vous comprendrez que c'est moins de 50 joules. Donc, ce qui veut dire qu'on fournissait un travail de 50, il était à un niveau là. Pour aller de là à là, on est monté de 50 joules. Mais le moins ici, ça veut pas dire ça veut dire qu'on fournit, hein, fournit une énergie, ça veut rien dire d'autre. Donc ça veut dire qu'on a plus 50. Voilà. Donc on a un état plus 50. Mais là, après, le chemin de 2 vers 1, bon, on faisait plus 40. Plus 40 joules, ça veut dire que il absorbe. Euh, donc pour monter ici, moins 50, oui, moins 50, donc il fournissait de l'énergie de 50 joules au milieu extérieur. Le système fournissait 50 joules au milieu extérieur, donc il était actif, c'est un système actif. Moins 50 joules, c'est un système actif. Système actif, ça veut dire que bon, son énergie va globalement... Euh, non, c'est un système passif. C'est un système passif. Donc il reçoit de l'énergie. Il reçoit de l'énergie. Voilà. Par contre, là, on a un système passif parce qu'il reçoit de l'énergie. Mais là, on a un système actif parce qu'il en donne. Il en donne. Je regarde si je raconte pas une bêtise. Hein. Un passif, oui. Et là, il se retrouve le différentiel ici de 40. Oui, non, en fait, non, quand je dis, oui, il y a une petite erreur dans ce que je raconte. Euh, le système fournit 50 joules. Le système fournit 50 joules. Ça veut dire qu'il avait un état. Je me demande si c'est pas le contraire. Je suis en train de réfléchir 2 secondes. Donc on avait l'état initial qui était ici. Voilà, on fait moins 50. S'il fait... Ouais, non, non, c'est bien le contraire. Hein. C'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Il y a quelque chose qui n'allait pas dans mon diagramme. Quelque chose qui n'allait pas. On va respecter ce qui... Voilà. Donc, on a ceci. L'état un état initial, il fournit 50. Par exemple, ici, je vais mettre 20. Si j'ai 20 moins 50, 20. 20 moins 50, ce qui fait moins 30. Voilà. Là, on est là. Et en situation finale, il sera là. Là maintenant, on a bien un système actif. Voilà, là il est actif. Là on est bon. Il est actif parce qu'il fournit. C'est un générateur. On a un générateur ici. Ça c'est bon. Cette fois-ci il est bon, sûr et certain. Parce que tout à l'heure je m'étais trompé. Voilà, c'est le système contraire ici qu'on a. Il est actif. Voilà. Mais maintenant, ça c'est le schéma de 1 vers 2. De 1 vers 2. Hein, le schéma de 1 c'est le schéma de 1 vers 2. Je ne peux pas mettre les chemins comme ceci. Mais c'est le chemin qui va de 1 vers 2. Il me mène vers voilà, d'un état initial à un état final. Oui, 1 vers 2. C'est bon, je peux mettre. L'état initial serait ici, et l'état final serait là. Maintenant, je fais une situation inverse, mais cette fois-ci, j'ai plus 40 joules. Donc le système va augmenter de 40 joules. Voilà. Là, on a un système qui est passif. Parce qu'il reçoit de l'énergie. Il est passif. Voilà. Donc le générateur, il est là. Ce qui va jouer le rôle de générateur, il est là. Par exemple, ici, j'aurais un travail, un travail moteur.
j'aurai un travail moteur. Voilà. Par contre, là, il est passif. Il ne produit pas un travail moteur, mais il reçoit un travail moteur. Donc, on a un travail récepteur. Alors, on a un travail récepteur on a un travail récepteur qui va le faire monter d'un niveau énergétique à l'autre. Bon. Alors, là, on a le différentiel ici fait moins 50. Voilà. Et le différentiel ici, il fait 40. On a 40. Donc, le travail moteur moins le travail récepteur, ben on est plus grand en travail moteur qu'en travail récepteur. Si je fais le travail moteur, moins le travail récepteur, ou plus le travail récepteur, hein, plus le travail récepteur, parce que ici c'est conventionné par des signes. Hein, voilà. Travail moteur plus le travail récepteur, G moins 50 plus 40, est égal à moins 10. Donc je crée un travail moteur de 10 joules. J'ai un travail moteur de 10 joules ici. Là. Il y a un différentiel de 10 joules, qui est ici d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc arrivé là, on va refaire moins 50. Moins 50. Voilà. On va remonter comme ceci. Bon, si je vais continuer la chaîne, je vais essayer de continuer la chaîne, voilà. Delete. Donc ce qui descend est un travail moteur, ce qui monte est un travail récepteur. On va dire ça comme ça. Alors, maintenant, ça c'est pour aller du chemin de 1 vers 2 et du 2 vers... On est retombé sur 1. Voilà. Je suis en 1 maintenant, je vais faire moins 50 joules à partir d'ici. Donc je vais retirer... Pour l'instant j'ai un écart de moins 10, hein, je vais le mettre là. Alors, j'enlève 50. Il faudrait le faire à l'échelle, parce que c'est vrai qu'ici, bon, j'ai des complications, on va dire, parce que je suis pas à l'échelle, hein, j'ai difficile à voir, voilà. Donc là, il va descendre pour arriver à moins 50. Arrivé à moins 50, il remonte de 40. Là, j'ai un différentiel entre celui-là, là j'ai 40, il remonte de 40. Là, de nouveau, il reste un différentiel de 10. Qui fait moins 10, hein, parce que là on a moins 50. Voilà. Mais il y a 10 ici, mais il ne faut pas oublier que par rapport à la même zone ici, j'ai déjà 10. Hein. Il y a 10 ici, plus 10 là. Et ainsi de suite, vous allez voir que vous allez à chaque fois avoir des écarts qui vont avoir chaque fois 10. On aura chaque fois 10. 10, puis on aura encore 10. Voilà. Là, vous venez de créer, bon, je veux dire, une machine qui crée au départ 10, puis 20, puis 30, puis 40, etc., etc. Donc je pourrais résumer la chose. C'est comme si on avait ceci en globalité. En globalité, on aurait... en globalité, je vous parle. Voilà, on aurait ceci. On aurait une énergie. Puis cette énergie-là, ben, on aurait plus 10, plus 20,
plus 40, voilà, plus 50, et ça ne s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus, on a un mouvement perpétuel. Un mouvement perpétuel. Donc on a... Attention que c'est en différentiel. Je me demande encore une fois si je ne me trompe pas, si ça monte ou ça descend. 10. Ouais, ça descend parce que ouais, je me suis encore trompé dans le sens. Ouais, c'est plutôt dans le sens contraire. Parce que c'est une machine motrice. Hein. Machine motrice, c'est dans le sens contraire. Parce que j'aurais là, on aurait ceci, 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 et ainsi de suite. C'est une machine motrice, je m'excuse. Donc on aurait le différentiel ici, on aura un puits comme ceci. Voilà. Et là, à chaque fois, l'écart, il fait 10. Voilà. Donc, moins 10 joules. Donc, il a fourni 10 joules. On a un travail moteur ici. Hein. 10 joules de là à là. Puis 10 joules de là à là. Et ainsi de suite. Donc, on a bien créé un mouvement perpétuel. Hein. Moins 10, moins 10. À chaque cycle, là, on va de 1 à 2. Puis 2 vers 1 vers 2, et ainsi de suite. Alors on a perpétué un mouvement qui créerait, je veux dire, qui est contraire, c'est un mouvement, quelque chose qui est contraire au premier principe, le principe de conservation de l'énergie. Voilà. Alors maintenant, je vais vous dire quelque chose. Tout d'abord, l'énergie, quelque part, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. L'énergie est indestructible, c'est ce que ça veut dire. Mais si elle est indestructible, ça veut dire qu'elle est constante. Voilà. Vous puisez de l'énergie, mais en finalité, cette énergie que vous allez convertir à chaque fois, mais en finalité, vous allez la restituer au milieu extérieur. Vous la prenez d'un côté, vous la restituez sous une autre forme de l'autre côté. Bon, et c'est pas ça qui manque, hein. L'énergie, c'est pas ça qui manque dans l'énergie. Voilà, on a les énergies du système, ouais, on a les planètes, on a tout ce qu'il faut, ne fût-ce que sur Terre. Hein. Sur leur Terre, on a le gaz. Bon, lui, il peut partir, il peut, un jour ou l'autre, il n'y aura plus de gaz. Comment est-ce qu'on appelle ça? On appelle ça, ce sont on va dire des énergies non renouvelables. Voilà. Alors, le pétrole, c'est non renouvelable, le gaz, c'est non renouvelable, le charbon, on peut l'utiliser, c'est non renouvelable, mais tout ça, c'est polluant, je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà, c'est à base de carbone, donc en fait, c'est normal qu'on ait du CO2, donc en plus de ça, ça pollue. Voilà, on peut avoir du bois. Est-ce que le bois c'est renouvelable? Il faut planter le bois, attendre que ça. Ouais, mais c'est polluant quand même. Voilà, c'est polluant. Bon, maintenant, il y a des autres énergies. Hein. L'énergie des marées, l'énergie éolienne, l'énergie géothermique, l'énergie nucléaire, l'énergie voilà, je peux comptabiliser le nombre d'énergies qu'on a. Hein. Solaire, on a d'innombrables types d'énergie, de nature d'énergie. Ce qui veut dire que vous puisez dans quelque chose d'infini. Le puits d'énergie est infini. Quand on puise de l'énergie, c'est infini. Donc si c'est infini, on sait créer un système, à partir d'un système infini d'énergie, on peut créer un système perpétuel. Hein. Je veux créer un pendule, voilà, qui tourne perpétuellement, sans arrêt, peu importe qu'il y ait des frottements ou pas. Maintenant, s'il n'y a pas de batterie, il va s'arrêter, c'est normal parce qu'il y a des frottements. Là, il y a vraiment la loi de conservation de l'énergie. Bon, c'est pas un système idéal. Il y a des frottements, il y a des pertes par frottement.
Voilà, donc à ce moment-là, c'est normal qu'il va freiner et qu'il va s'arrêter. Ça, c'est tout à fait logique. Mais maintenant, il y a moyen de créer un système perpétuel. Bon, qu'est-ce que ça signifie dans le sens où on peut créer un système perpétuel? Ben, c'est de mettre une batterie qui va fonctionner à vie. Je dirais, quels que soient les temps, dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, si on arrive dans 1000 ans, il est toujours en train de tourner. Bon, est-ce que c'est possible ça? Ben oui, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème, il est où? C'est un problème d'ordre économique et pas un problème d'ordre. Voilà, c'est un problème d'ordre économique, rien d'autre. Je viens de vous dire que les énergies sont de nature diverse. Et c'est un puits infini. Enfin, quand je dis infini, c'est bon, si vous n'avez pas assez avec la Terre, vous allez chercher l'énergie dans l'univers, il n'y a pas de problème. C'est pas ce qui manque. Hein. Au niveau chaleur, au niveau des ondes, au niveau de tout ce que vous avez tout ce qu'il veut. Il y a même si vous voulez même des matériaux qui coûtent cher, vous avez du diamant, des planètes qui ne sont que du diamant, alors qu'on se base. Certains considèrent qu'une petite roche de 50 grammes, bon, ils en font une fierté avec un diamant de 5-6 grammes, alors qu'il y a des planètes de diamants dans l'espace. Hein. Il y en a qui font, bon, il y a de l'or en quantité dans l'espace, bon, alors qu'ici, bon, certains vont se battre pour de l'eau. Il y a des gaz terribles dans l'univers. Je veux dire, bon, alors qu'on ici on se bat pour le pétrole, le gaz, alors c'est pas ça qui manque dans. Voilà, les gaz, c'est pas ça qui manque dans l'univers. Hein. Les énergies, c'est un puits fameux. On peut faire vivre toute la Terre sans. Je veux dire, pendant des siècles et des siècles, par un mouvement perpétuel, voilà, on peut créer, je veux dire, une énergie terrible. Mais le problème, il n'est pas là. C'est pas une question de source infinie. Parce qu'avec une source infinie, on peut créer, bien sûr, un mouvement perpétuel. Avec une source infinie, on peut créer un mouvement perpétuel. Le problème n'est pas là. C'est un problème économique. C'est-à-dire que c'est pas l'énergie qui coûte. Ce qui coûte, c'est si vous prenez le pétrole, ben, c'est quoi qui coûte le pétrole? C'est pas ce qui est dans le sol. C'est on va dire, de créer des installations pétrolières, de raffiner le pétrole, de voilà, de le raffiner, de le transporter, de le distribuer, voilà, de le transporter, etc., etc. Et là, c'est autre chose. Ça veut dire que c'est un coût relatif, je veux dire, c'est un coût économique. Et parce qu'il faut le produire, donc il faut le payer. Mais l'énergie, voilà, si on prend le pétrole, il est dans le sol. Mais il faut savoir l'utiliser. Alors l'utiliser, ça nécessite, je veux dire, des équipements. Voilà. Et là, il commence à intervenir les problèmes économiques. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser une source d'énergie, par exemple, je pense à, comment on appelle ça, des panneaux photovoltaïques, mais il faut acheter les panneaux photovoltaïques. Il faut les entretenir. L'énergie est infinie, c'est celle du soleil. Vous pouvez mettre une turbine qui tourne avec le vent, il n'y a pas de problème, en compensation avec voilà, le photovoltaïque. Mais le problème n'est pas là, c'est que l'installation, il faut l'acheter. Elle va vieillir, il faut l'entretenir. Voilà, il faut payer les taxes relatives à tout ça. Donc tout ça, c'est un coût. C'est pas l'énergie qui n'est pas pour créer un mouvement perpétuel. C'est pas le problème n'est pas l'énergie, mais ce sont les installations humaines. Ce sont les installations humaines qui font en sorte euh, que les installations humaines s'usent, qu'il faut les entretenir, bon, qu'il faut apporter l'énergie d'un point A à un point B. Et c'est ça qui coûte le plus. Et c'est ça, je veux dire, qui fait en sorte que, bon, de toute façon, que chez vous, vous avez l'électricité quand vous voulez, il hein, n'y a pas de problème, c'est bien un mouvement perpétuel. Hein, pour autant que vous payez. Pour autant que vous payez, vous avez l'énergie tant que bon vous semble. Maintenant, vous mettez une radio, va pas tenir longtemps parce qu'à un moment donné, elle va brûler. Voilà. Un frigo, à un moment donné, il a fait son temps, il va s'user. Voilà. Ce sont les équipements des êtres humains qui font en sorte qu'il y a usure. Il y a usure, voilà, il faut l'entretenir, il y a usure, il y a des pannes, il y a voilà, des évolutions dans ces équipements, qu'il faut changer ces équipements. Il y a toute une panoplie de choses qui font en sorte que, fatalement, un frigo, c'est pas à vie. Par contre, l'électricité, c'est à vie. Tant que vous payez, vous aurez de l'électricité. Les centrales électriques vont toujours tourner. Hein. Elles vont toujours travailler, ils vont faire toujours travailler les États vont toujours faire travailler des gens dans les centrales électriques pour les faire travailler. Ça, ils feront toujours travailler des gens parce qu'il faut exploiter cette énergie. Il faut la prendre, voilà, la ramener d'un bout à l'autre. Il faut des équipements pour ça, il faut des entretiens, il faut.
voilà, des hommes derrière pour faire tout ça. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Pour créer un mouvement perpétuel, ben, ce sont les équipements qui peuvent à un moment donné défaillir. Voilà. Mais sinon, le mouvement perpétuel, vous ouvrez une radio, vous la laissez tant que vous voulez, hein, tant que vous payez l'électricité, c'est un problème économique, hein, tant que vous payez l'électricité. Et la centrale, elle travaille tous les jours. À moins qu'ils fassent grève et qu'ils arrêtent ou qu'il y ait une panne de centrale, bon, là, ils vont arrêter de distribuer l'énergie électrique. Mais ils distribuent toujours l'énergie électrique, tous les jours, ils travaillent. Donc on a un mouvement perpétuel, voilà, d'énergie, il n'y a pas de problème. Maintenant, si c'est des turbines au gaz, le jour où il n'y a pas de gaz, vous ne faites plus tourner vos turbines, hein. Mais si c'est une énergie pour de la centrale, par rapport à une énergie, on va dire, ne fût-ce que le nucléaire, ça dure longtemps, hein. Le nucléaire, ça dure longtemps, mais à un moment donné, après, bon, ça aussi, il faut changer de combustible, hein. Et il faut trouver voilà, le combustible nécessaire pour alimenter les centrales nucléaires. Voilà. Donc, maintenant, il y a des énergies renouvelables et non renouvelables. Ce qui pose problème, c'est les énergies non renouvelables. Mais on est entouré d'énergies renouvelables, je vous l'ai dit tout à l'heure. La géothermie, solaire, voilà, les vents, les marées, bon, associés à tout ça, vous pouvez avoir une terrible. Voilà, si vous n'avez pas acheté, il y a encore les moyens de. Ouais, je veux dire, d'aller chercher dans le ciel ou je sais pas quoi, hein. Voilà. C'est pas ce qui manque. Maintenant, on utilise ce qu'il y a de tout proche, c'est-à-dire ce qu'il y a sur Terre. Et bien sûr, il y a des choses qui sont éloignées qui peuvent nous apporter l'énergie, c'est le soleil. Mais on utilise d'abord ce qu'il y a sur Terre. On utilise bon, l'uranium, le charbon, comment on appelle ça, le gaz naturel, le pétrole brut. Voilà, il y a mille et un combustibles. Enfin, il y a mille et un, je veux dire, voilà, il y a des énergies renouvelables et non renouvelables. Alors, à partir d'une énergie, bon, faire en sorte qu'elle soit utilisée, qu'elle revienne par après, bon, je veux dire, on a déjà ça dans la nature, parce que l'énergie, c'est indestructible. Et oui, on a des formes d'énergie renouvelable, mais il y a des formes d'énergie, enfin, il y a des formes d'énergie non renouvelable, mais il y a une énergie renouvelable. Et dans celle-là, c'est inépuisable, hein. Donc c'est comme si vous aviez une centrale qui fonctionne tous les jours, hein. Le seul hic dans tout ça, c'est les installations et c'est le paiement. C'est d'ordre économique. Vous devez payer les installations, vous devez payer les hommes qui travaillent derrière, les taxes qui sont voilà, en rapport avec l'usage voilà, des énergies. C'est ça le principal problème, il est là. Voilà. Mais quelque part, si on regarde l'univers, c'est pas ce qui manque comme énergie. Même un peu d'énergie immense, conséquent. On pourrait faire tourner, je veux dire, la Terre gratuitement avec l'énergie qu'il y a dans l'espace. Autant maintenant, il reste un problème, c'est d'aller chercher ça. Et maintenant, encore faut-il voir si les installations vont tenir. Parce que l'énergie, c'est pas parce que on a une énergie inépuisable que les installations seront inépuisables. Les installations vont vieillir, défaillir. Ce sont des installations fabriquées par les êtres humains. Donc fatalement, on comprend que là, c'est sujet à caution au niveau voilà, de la technicité, hein. Bon, elle va vieillir comme un être humain vieillit, elle va défaillir comme certains êtres humains tombent malades. Il y a des installations qui vont, voilà, ouais, une installation peut brûler, elle peut exploser, elle peut tomber en panne, elle peut, voilà, et donc elle va plus assurer voilà, son bon état de fonctionnement, hein, fatalement, s'il se passe quelque chose. Donc le problème, c'est pas l'énergie qui pose problème pour avoir un mouvement perpétuel, parce qu'on en a en quantité. Le problème, ce sont les systèmes. Les systèmes. Un système faire en sorte quelque chose tourne de manière perpétuelle, il faut que le système qui transforme le convertisseur d'énergie, mais le convertisseur d'énergie tourne toujours, hein. Si vous avez un convertisseur d'énergie à l'infini, il n'y a pas de problème. Le problème est là. Il faut un convertisseur d'énergie infinie. Voilà, il faut un convertisseur d'énergie infinie. Et là, autant on a une source inépuisable, pour ne pas dire infinie, l'énergie dans l'espace, cette énergie est constante d'après le premier principe. Autant, encore faut-il voir si l'univers est encore isolé, parce que bon, rien ne dit que c'est isolé, hein.
l'énergie d'un système isolé constante, mais c'est pas dit que l'univers, personne ne connaît l'univers. Bon, je ne sais pas s'il est infini ou pas, je n'en sais pas plus, je n'en dirai pas plus là-dessus parce que je n'en sais pas, je n'en sais rien moi-même. Je sais même pas s'il est infini ou pas. Je vous ai déjà expliqué que l'univers peut être un ensemble d'ensemble, de sous-ensemble, de sous-ensemble, de sous-ensemble, de sous. Voilà, c'est une panoplie d'ensemble, 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 illimité, on ne sait pas où ça va. Donc, est-ce que c'est infini ou pas, j'en sais pas. De toute façon, je vous ai déjà expliqué, c'est un monde d'illusion. C'est un monde d'illusion, donc tant que vous êtes en vie, vous voyez ce qui vous entoure, le jour où vous n'êtes plus en vie, l'univers n'existe plus. L'univers n'existe que parce que vous le voyez, vous en avez des sensations, mais le jour où vous êtes mort, l'univers, pour vous, il n'existe plus. Il existe pour les vivants. Pour quelqu'un qui n'est pas né, l'univers n'existe pas. Pour quelqu'un qui est mort, l'univers n'existe plus. Voilà, l'univers n'existe que sur un laps de temps très court qui est de 0 à 100 ans. J'ai déjà expliqué ça. Et l'univers a des milliards d'années derrière lui. Il a des milliards d'années. Voilà, donc, qu'est-ce que c'est que 100 ans derrière un milliard d'années? Donc, ce qui veut dire quoi? Ben, l'univers, on ne sait pas s'il est fini ou infini. Et de toute façon, je viens de vous dire, c'est une illusion. C'est une illusion, ça ne sert à rien de savoir si ça existe infini ou pas, parce que dans notre existence, ça n'a aucun, philosophiquement parlant, aucune consistance de savoir si c'est infini ou pas. Parce que de toute façon, 100 ans sur un milliard d'années, on est de passage ici, on est à un point temporel par rapport à voilà, l'espace-temps. Je ne veux même pas dire un point temporel parce qu'on est infiniment petit, on est rien du tout. Sur 100 ans, on est rien du tout. Pour quelqu'un qui vit jusque 100 ans, parce que généralement, la moyenne de vie, il y a des hommes et des femmes sont différentes, elles varient dans les environs de 80, 83, 84, 85, ça dépend d'un pays à l'autre. Donc quand je vous dis 100 ans, je suis encore gentil. Voilà, donc ici, le problème, c'est quoi qui est posé pour un mouvement perpétuel? Ben, c'est les installations, les équipements des êtres humains, c'est ça qui pose problème. On n'a pas des équipements qui sont infinis. Voilà. Et là, faudrait voir, bon, je veux dire, maintenant, ça occupera toujours des hommes. Hein. Bon, il faudra payer toujours économiquement des hommes qui travaillent derrière tout ça. Ça va toujours occuper des hommes, ça d'office. Hein. Pour les entretiens, pour le fonctionnement, pour la production, pour la distribution, pour ce que vous voulez, ça aura toujours des hommes. Et cet homme-là, il faudra le payer, parce qu'on est dans un monde voilà, macroéconomique, je dirais même microéconomique, où il faut payer, je veux dire, il faut payer, je veux dire, vos charges. Et s'alimenter en énergie électrique, c'est payer ses charges. Et pourquoi on paye ses charges? Pas parce que c'est de l'énergie, vous ne payez pas l'énergie, oui, il y a un semblant d'énergie là-dedans, mais c'est on va dire la production, la distribution de l'énergie qui coûte. La production, conversion, distribution de l'énergie qui coûte. C'est ça qui coûte. Ce sont les installations, les hommes qui sont derrière, voilà, et rien d'autre. Rien d'autre. Maintenant, si s'il y a possibilité de faire une machine convertisseuse, de conversion qui, qui n'emploie personne, ben, automatique, ok, c'est bien l'automatisme, mais pour autant que ce soit une machine qui ne tombe jamais en panne et qui ne demande pas d'entretien. À ce moment-là, le coût économique est de zéro. Parce que si elle tombe jamais en panne, on ne paye pas les entretiens. Voilà, c'est une fois que l'installation est faite, on paye une fois pour toute l'installation et puis ça y est, on démarre voilà, la mise en route. Et une fois qu'on a la mise en route, on a une mise en route infinie. Voilà. Mais de toute façon, quelque part, justement, je viens de vous dire, les gens ne paieraient plus l'économie à ce niveau-là, et ça poserait un problème, voilà, un grand problème. Un grand problème, parce que les gens auraient tout gratuit, il ne faudrait plus payer l'énergie, et il y aurait beaucoup de gens au chômage, encore, voilà, on aurait des usines qui travailleraient toutes seules, et qui tomberaient jamais en panne, pas de réparation à faire, etc. etc. C'est d'ordre économique, je vous l'avais bien dit tout à l'heure. Hein. Mais est-ce qu'il y a moyen d'avoir une énergie gratuite? Bien sûr que si. Hein. Bien sûr. Même si elle était gratuite, il y aurait quand même malgré tout des taxes à payer. Donc, je veux dire, on n'aurait pas, c'est un point de vue économique. Mais il y a moyen d'avoir de l'énergie gratuite. Voilà, l'énergie gratuite, c'est possible. Donc, quelque part, on parle du mouvement perpétuel, mais on est dans un puisard d'énergie infinie ici, hein, conservation d'énergie, ok. Ben, on ne connaît même pas la quantité d'énergie qu'il y a dans l'espace. Bon, pour moi, c'est un prix infini. On peut puiser ce qu'on veut pour faire tourner la Terre pendant moins des siècles et des siècles jusqu'à la fin des temps. Mais maintenant, ce sont les conversions qui posent problème.
Ensuite, ça demande des installations payantes, d'entretien, voilà. Voilà, je crois que je me répète un petit peu, voilà. Donc, n'allez pas croire que le mouvement perpétuel n'existerait pas. Voilà, il existe, mais pour autant qu'on fournisse des installations, d'équipements qui permettent ça, qui permettent le mouvement perpétuel. Faire tourner un pendule à vie, c'est possible. Hein. Pour autant que j'ai un système de conversion qui soit, une fois qu'il est fait, eh bien, il ne tombe plus en panne. Et alors il va puiser de l'énergie comme il veut. S'il y a des pertes, ben, il va les compenser. Hein. On est dans un monde où on sait compenser les pertes. Hein. Il y a des systèmes de régulation. Hein. On regarde les frottements. Si bon, il y a un problème de frottement, ben, on rajoute de l'énergie, c'est tout. Si on doit atteindre un niveau d'énergie, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il manque cette énergie-là, ben, on la compense, on va rechercher. On a un puiseur infini. C'est pas ça qui manque. Hein. C'est pas ça qui manque. Hein. Les compensations, les régulations, à notre époque, c'est pas ça voilà, qui pose un problème, hein, les régulations. Voilà, la régulation, il y a des frottements, ben on agit de telle sorte à faire en sorte qu'il y ait moins de frottements. On apporte une énergie supplémentaire, par exemple, qui va combattre ces frottements. Par exemple, c'est un exemple. Hein. On sait calculer les frottements, hein, pas de problème. Hein. Frottement de glissement, roulement, et tout ça. Bon, un système, on peut calculer les frottements de roulement, de glissement, etc. etc. Et donc compenser voilà, ces pertes. Le tout, c'est de savoir se dire, bon, on a autant de pertes là-bas, ben, comment faire pour ne plus avoir de pertes, pour les compenser, ces pertes, les voir en direct, les voir en direct, les calculer en direct. On a des pertes, on les calcule en direct, ben, on a autant de pertes, et ben, je compense pour les ramener une énergie que je vais chercher dans un puits infini. Et là, voilà. Qu'est-ce qui ferait le mouvement perpétuel? Mais c'est le puits infini. Hein. Le puits infini, là, permet, si on a un puits infini, permet le mouvement perpétuel. Hein. Ce qu'il y a, je vous ai dit, c'est l'interface. C'est l'interface qui pose problème. C'est l'interface fabriquée par les êtres humains. C'est juste ça. Un mouvement perpétuel, on peut le faire, c'est pas un problème. Voilà, pour l'instant, les planètes sont toujours en train de tourner. Depuis leur existence, elles n'arrêtent pas, c'est un mouvement perpétuel. Hein. Les mouvements des planètes, bon, la Terre tourne. S'arrêtera de tourner quand? Ben, c'est pas une histoire de frottement. Hein. Elle s'arrêtera de tourner quand? Ben, quand il y aura une implosion du Soleil. Il y aura une implosion un jour ou l'autre du Soleil. Voilà, le Soleil ne vivra plus à sa façon. Et bon, il y aura des phénomènes thermiques qui vont apparaître, qui vont faire en sorte que bon, il risque d'avoir une implosion. Et même la Terre peut avoir des catastrophes naturelles qui fassent en sorte que l'homme n'existe plus. Hein. Catastrophes naturelles, bon, l'amener de, bon, je ne sais pas, hein, un froid polaire ou voilà, ou je sais pas moi, des virus qui peuvent intervenir mortels qui vont tuer toute la planète ou je sais pas quoi. Je sais pas, bon, on peut avoir toutes sortes de choses qui peuvent arrêter le monde. Le monde ne plus avoir d'êtres humains, ne plus avoir d'animaux, ne plus avoir d'insectes. Bon, on peut avoir une catastrophe naturelle, une guerre nucléaire, peu importe. Bon, tout peut survenir sur Terre pour qu'il n'y ait plus d'êtres humains. Mais maintenant, c'est pas parce qu'il n'y a plus d'êtres humains que fatalement la Terre ne sera plus là. Il y aura peut-être plus d'êtres humains, mais la Terre sera toujours là. Si on a un froid polaire, la Terre sera toujours là. Maintenant, quand est-ce que la Terre sera plus là? Là, c'est une autre question. Là, c'est une question. Ça se fera. Voilà, s'il y a quelque chose d'extra cosmique qui va intervenir. Le Soleil va mourir. Voilà, la galaxie va mourir. Ou je veux dire, on entrera en collision avec une autre galaxie. Voilà, il peut y avoir mille et une choses. On a peut-être une expansion et puis on va avoir une diminution de l'univers. Tout va revenir en arrière. J'en sais pas plus. Hein. Mais en tout cas, la Terre, à un moment donné, euh, elle va disparaître. Elle disparaîtra avant que les galaxies ne disparaissent. Ou elle disparaîtra en même temps, mais c'est tellement grand l'univers que la Terre va faire office de disparaître comme si elle disparaissait toute seule. Alors que bon, tout sera désorganisé. Tout c'est une désorganisation de l'espace qui va faire en sorte qu'il n'y aura plus de désorganisation de l'espace au travers de ces variables. Justement, on aura un système qui n'est plus celui
que l'on connaît maintenant. On aura voilà, des bouleversements au niveau voilà, des constantes universelles. Hein. Les constantes universelles seront plus constantes universelles parce qu'en fait, là, on a constante universelle parce qu'on a un état d'équilibre. Le jour où il n'y aura plus d'état d'équilibre, les constantes universelles seront bouleversées et tout sera bouleversé. Hein. Le système sera bouleversé. Hein. Voilà, on ne parlera plus, je veux dire, de voilà. Donc le Soleil peut mourir, entraîner la Terre et toutes ces planètes qui vont avec, mais la Terre peut aussi subir une collision d'un quelconque objet spatial, hein, ou être aspiré par voilà, quelque chose dans l'univers qui fera en sorte qu'on sera aspiré dans un trou noir, ou je sais pas, tout est possible, on ne sait pas comment on va... Et la terminaison de la Terre, le Big Crunch, il y a le Big Crunch, voilà, il y a différentes hypothèses qui tournent et qui disent que bon, il y a des suppositions qui peuvent être parfois être des suppositions moyennes, des suppositions grandes, ou peut-être qui fassent en sorte que comment va être la terminaison voilà, de la Terre, comment elle va terminer, mais probablement pas toute seule. Si elle va se terminer, c'est parce qu'en fait il va se passer quelque chose dans son entourage avant de terminer sa phase de vie. Sa phase de vie, elle le terminera parce qu'en fait il y a peut-être le soleil qui va s'éteindre ou il va se passer un déséquilibre dans l'espace. Pour l'une ou l'autre raison de déséquilibre dans l'espace. En tout cas, la destruction de la Terre viendra d'un déséquilibre, ça c'est sûr et certain. Parce que pour l'instant, là, en état d'équilibre, ça tourne toujours, on est toujours en mouvement perpétuel, jusqu'à, bien sûr, le mouvement perpétuel, quelque part, ça n'existe pas, hein, parce que ça voudrait dire temps infini. Hein. Temps infini. Or, rien, le temps n'est pas forcément, le temps il est peut-être fini. Comme l'univers, est-ce qu'il est infini ou fini? Ça, c'est la question philosophique qui revient à chaque fois. C'est est-ce que l'univers est infini au niveau espace? S'il est au niveau espace, il est au niveau temporel. Parce qu'on a une liaison spatio-temporelle. On est dans voilà, dans un espace-temps. Le temps est lié à l'espace. Donc, si l'espace est infini, le temps est infini. Voilà, ça va de pair. Voilà. Mais moi, je ne crois pas que le temps est infini. Parce que si le temps est infini, bon, il n'y aurait pas de début de galaxie, il n'y aurait pas de début de la Terre, il n'y aurait pas de début. Voilà. Si un commencement, c'est qu'il y a une fin. Et s'il y a un début et une fin, le mouvement perpétuel n'existe pas parce qu'il s'arrête à un moment donné. Donc, le mouvement perpétuel, c'est par rapport à un temps infini. Une fois qu'on vous lance le système, ça s'arrête plus jusqu'à. Ça ne s'arrête plus du tout. Il n'y a plus d'arrêt. Il n'y a plus d'arrêt. Il n'y a plus d'arrêt, donc ça veut dire que le temps. Voilà. S'il n'y a plus d'arrêt, le temps est infini. Or, le temps infini n'existe pas en lui-même. Parce que c'est faire un mouvement dans un temps qui n'existe pas. Parce que le temps infini n'existerait pas. Voilà. Maintenant, si le temps infini n'existe pas, ça veut dire que l'univers n'est pas infini. Puisqu'il est fini. Si le temps est infini, n'est pas infini, l'espace n'est pas infini. Mais comme on sait bien qu'il y a eu des débuts de création d'univers, s'il y a un départ, les galaxies, il y a un départ. S'il y a un départ, bon. Maintenant, je dis pas, le temps est peut-être immense dans les autres galaxies, et voilà, qui fait que bon, c'est déraisonnable de compter en temps parce que c'est tellement immense que voilà, peut-être voilà, il y a des milliards de sous-groupes qui font que bon, on peut pas comprendre tout ça. Hein. On peut pas comprendre. Et qu'on serait dans un temps, je veux dire. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on est dans une illusion. On voit, voilà, l'espace-temps, mais en fait, quand on est mort, il n'y a plus d'espace-temps. C'est une illusion ici. C'est ça que je vous disais. Maintenant, c'est pas pour autant que ce soit une illusion que si vous pincez, vous n'aurez rien. Vous allez sentir bien sûr les sensations, parce que vous avez les 5 sens, c'est normal que si vous pincez, vous faites partie. Vous avez des nerfs, un système nerveux qui va communiquer au cerveau. Vous avez écrit aïe. C'est tout à fait logique. Hein, tout à fait logique. C'est pas parce que je dis qu'illusion que on est dans un rêve. Loin de là. Hein. L'illusion, ça rime pas avec. Il y a la réalité aussi du terrain. Hein. L'illusion, c'est dans le sens que le court laps de temps ou de vie que vous avez par rapport à l'existence de l'univers, ben, votre temps, il représente rien. Voilà, je vous remercie beaucoup. Pour ne pas m'étaler, je vais m'arrêter ici. Je vous remercie beaucoup.